Rubén Barreiro Saguier. Lycanthropie. Poète, conteur et essayiste paraguayen, Rubén Barreiro Saguier est également avocat et licencié en philosophie. À Asunción, il a dirigé la revue littéraire Alcor, Coto. Professeur de guarani à l'université de Paris-Vincennes, il a fait partie du département d'ethno-linguistique amérindienne, dirigé par Bernard Potier. Critique littéraire, Barreiro Saguier s'est intéressé à la littérature paraguayenne. Dans Panorama de Literaturas das Américas de Joaquim de Montezuma de Caballo, 1959. Poète, il a publié Biografia del Ausente en 1964. Nouvelliste, il a obtenu en 1971 le prix Casa de las Américas, décerné à Cuba par un jury international pour son recueil Ojo por Diente, publié en français sous le titre Pacte de sang. Dans le numéro d'Europe consacré à la littérature du Paraguay, en juin 1970, le lecteur trouvera, en traduction française, des poèmes, une nouvelle et des articles de Rubén Barreiro Saguier. Lorsque je le vis, hier, dans la rue, l'air si cadavérique, toutes les rumeurs qui couraient dans le village à propos de l'oncle Cabrilla et de la tante Lali me revinrent à l'esprit. Mensonge, disait ma mère, calomnie, jugeait plus sévèrement mon père, soutenu en chœur par les commentaires indignés de ses sœurs, quoique ensuite, même maman sembla changer d'opinion, ou au moins garda le silence, quand on parlait de cette question. Et tout ceci me revint en mémoire, lorsque l'oncle Cabrilla me croisa sur le même trottoir, sans même s'apercevoir de ma présence, ni de celle de quiconque. Il marchait, le regard sombre, perdu dans quelque endroit vide de l'espace ou des limbes. Égaré et absent, il promenait lentement son squelette, les os remontant nettement sous sa peau verdâtre, à force d'être jaunâtre ou cireuse. C'était la première fois que je remarquais aussi distinctement ces détails, peut-être oubliés à force d'années, ou dissimulés par le regard neutre de l'enfant, à l'égard d'êtres aussi peu attirants que ses oncles et tantes entrevus au milieu de l'agitation passionnée du monde des toupies, des parties de cache-cache, des ruisseaux et des chevaux, à l'époque si bien remplie des vacances ou des jours de fête prolongés qui nous ramenaient au village. Je me rappelais cependant que l'attention de notre bande de frères et de cousins était pas mal attirée par la vie recueillie que l'oncle et la tante menaient dans la grande et sombre maison familiale qui faisait le coin en face de la petite place attenante à l'église, qui, à l'époque de la fondation du village, était le cimetière paroissial, affirmait les médisants en établissant un rapport avec sa situation. C'était la seule maison qu'enfants nous visitions rarement, pendant les expéditions pour trouver des sauterelles ou des perroquets bavards, qui faisaient la joie ou parfois la terreur des oncles et des tantes. Peut-être étions-nous intimidés par l'austère sévérité, peut-être l'aspect, bien que je ne puisse l'affirmer, de Lali et de l'oncle Cabrilla. Ou peut-être était-ce l'atmosphère de la maison, avec ses pièces sombres et humides, presque toujours fermées. Les commérages avaient commencé, d'après les informations que j'ai pu arracher à maman, lorsque Jacinto Cabrilla épousa la tante Lali. Cabrilla était le 7e enfant mâle, sans interruption par des femmes. C'était une condition indispensable, selon ce qu'assume la croyance populaire. Et ce qu'il y a de remarquable dans l'affaire, c'est que Don Cabrilla demanda en mariage, de façon intempestive et imprévue, la 7e fille de la famille de mes grands-parents. Papa était le 8e rejeton, le premier garçon de 9 enfants. Mais tout a bien pu n'être qu'une simple coïncidence. Il est bien connu que les femmes ne peuvent jamais devenir loups-garous, mot qui ne possède pas de féminin. Une série de faits, peu ordinaires dans la cour tranquille du village, devait avoir tissé peu à peu les fils de la légende à propos d'un couple d'originaux. Il est vrai que ni lui ni elle n'aimaient sortir durant le jour. Ce soleil agressif fait mal, ne voyez-vous pas comme il rend les paysans tout noirs et rachitiques, avait coutume de dire la tante, non sans un léger mépris. La couleur blanc laiteux de sa peau, de même que celle jaune verdâtre de la peau de son mari, devait être le résultat de cette aversion commune pour la lumière du soleil, ou comme il disait, la cause, puisqu'ils avaient besoin de se protéger des effets nocifs qui auraient pu les faire ressembler à la populace, comme je les ai entendus dire plus d'une fois. Quoi qu'il en soit, la tante Lali sortait peu. Lui, par contre, on le voyait souvent vagabonder de par les rues désertes du village, après la tombée de la nuit. Je l'ai moi-même rencontré quelquefois, en train de promener sa longue charpente osseuse, l'air distrait, aux alentours de la place de l'église. En faisant appel à mes souvenirs, je me souvins tout à coup de l'avoir croisé une nuit, alors qu'il était suivi d'une meute de chiens qui aboyaient ou hurlaient. Je me le rappelais parce que je fus impressionné par l'éclat de ses yeux absents, la couleur cendrée de sa peau sous la lueur fantomatique de la pleine lune. Il devait être minuit passé, car je revenais avec l'oncle Miguel d'une sérénade et, comme hier, il ne prêta pas non plus attention à notre présence.
Nous restâmes interloqués en le regardant jusqu'à ce qu'il disparût dans la ruelle qui conduisait à sa maison. Nous poursuivîmes notre chemin sans mot dire, mais j'étais sûr que Miguel pensait la même chose que moi. Sa réputation de loup-garou se répandit dans le village, au milieu de ces promenades nocturnes, des rumeurs et de l'inquiétude, pas très vives, il est vrai, de la famille au cours de la vie réservée, de claustration diurne que menait le couple et de ses absences subites du village. Les gens disaient que, durant ces disparitions, l'oncle s'enfermait dans une cave emplie de livres bizarres, de bouteilles tordues et d'alambics de cuivre. Et que les nuits de lune, il se rendait sur la petite place de l'église, au vieux cimetière à l'entrée du village, pour se livrer à des pratiques extravagantes, à des cabrioles au milieu des cadavres. Nous, les cousins, nous avions du mal à y croire, d'autant plus que la personne qui répandait ces commérages, au dire des tantes, c'était cette vieille folle de Coty, qui des années durant avait été servante chez les Cabrillas, il y a longtemps, de sorte que je n'ai jamais pu savoir si elle avait toujours été dérangée, ou si elle était devenue chez l'oncle et la tante. Mais, au sujet de ces histoires, un fait remarquable est enregistré dans les annales du village. Ce fut par une nuit de pleine lune, de lune ronde, et inquiétante à force d'être lumineuse. C'était un vendredi, et sur ce point le père Laïa était catégorique. Le curé revenait de chez la Sidoulfa, selon des versions irrévérencieuses, d'une réunion d'amis de la paroisse, selon ce qu'il assurait pour sa part. Il devait être aux alentours de minuit lorsque le père vit sur la petite place, à côté de l'église, un énorme chien noir aux yeux scintillants, entouré d'un troupeau de chiens, aux poils dressés en train de hurler. L'énorme chien se roulait sur la charogne d'un chat mort et sur un tas d'ordures répandues à cet endroit. Par moments, racontait ensuite le curé, l'étrange animal grattait furieusement le sol, comme s'il cherchait quelque chose d'enterré. Les hurlements de la meute étaient de plus en plus forts à ces moments-là. Le père Laïa prit peur devant ce spectacle aussi inhabituel et commença à crier, pour voir s'il réussissait à chasser les chiens. Les cris du curé attirèrent l'attention des chiens qui se dirigèrent vers l'endroit où il était. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et, brandissant sa croix pectorale, il l'attendit vers le troupeau qui s'approchait menaçant. Le regard du molosse brillait, comme si l'arme bénite agitée par le père Laïa l'attirait et l'excitait. Le curé fit un bond en arrière et en 3 enjambées il gagna la porte de la sacristie proche. Quand il revint aussitôt avec la carabine qu'on y gardait, le chien noir se dirigeait vers la rue. Les autres avaient disparu, qui séparait la petite place de la maison des Cabrillas. Le père entreprit une courte poursuite, et profitant de la clarté de la pleine lune, il visa et tira 2 coups. Le chien s'arrêta un instant, et, lorsqu'il commença à traverser la rue, le prêtre vit qu'il boitait, comme si l'impact du coup de feu l'avait atteint à la patte arrière gauche. Lorsque le père arriva à l'endroit où le chien avait probablement été blessé, celui-ci avait tourné le coin de la rue. Les recherches effectuées par la police de garde, le sacristain et les nombreux voisins attirés par les coups de carabine et les cris du prêtre furent inutiles. Tous ensemble, ils purent examiner les gouttes de sang absorbées par le sable qui sépare la petite place de l'église du sentier des Cabrillas. Cette nuit, au milieu des recherches vaines, le père Laïa fut plus loquace, peut-être à cause de l'émotion naturelle causée par l'épisode qu'il venait de vivre, quoique quelques voisins aient attribué son excitation aux effets de la boisson. Le diable a profité de la brèche absente de Dieu à minuit, les vendredis de pleine lune, cria-t-il, et il ajouta à plusieurs reprises « Mais je l'ai touché, étant donné que la carabine était chargée d'une balle d'argent bénite. Je l'ai vu boiter, il doit être juste par ici. » Il est clair que la dévotion exagérée du curé pour saint Onofre, le saint à la gourde suspendue à une épaule, rendait douteuses ces assertions. Si bien que le lendemain, le père Laïa lui-même, soit qu'il fût plus calme ou plus lucide, tempérait ses expressions exaltées de la veille. Il semblait douter par moments, il omettait des détails, ou diminuait la férocité du chien noir et l'intensité du feu dans ses yeux. Quoiqu'à aucun moment il ne se démentit à propos de l'épisode de la nuit du vendredi, ses versions des faits s'édulcoraient à mesure que le samedi approchait. Ils étaient nombreux à ne pas croire que cette reculade fût une attitude de charité chrétienne, à l'égard de celui qui apparaissait comme le principal personnage impliqué dans l'aventure du loup-garou, l'oncle Jacinto. Et après tout, Don Cabrilla était un honorable paroissien du père Laïa, un des membres du troupeau, chien noir ou pas, par les nuits de pleine lune, qui contribuait de plus à alimenter les fonds paroissiaux, pas très abondants dans ce village, où les Noireaux et les Maigrichons étaient en majorité. Justement, le couple Cabrilla était celui qui faisait offrande de la messe du samedi soir, donnée pour le repos de l'âme du grand-père, père de Lali. La messe chantée, après la sonnerie de l'Angélus, avait commencé dans l'église bondée. Les riches comme les pauvres étaient accourus pour rendre hommage à Don Cipriano, qui de son vivant avait été un chef local et un généreux étalon dans la région. Le fait qu'on ne vit point les Cabrillas durant le jour n'avait rien de surprenant,
mais qu'ils ne soient pas venus à la messe d'anniversaire, qui commença en retard pour les attendre, était la cause du commentaire chuchoté dans l'église. Entre l'Agnus Dei et le Sanctus, le couple fit son apparition. L'oncle Giacinto, plus pâle, osseux et moulu que jamais, s'appuyait sur le bras droit de son épouse. Ils traversèrent lentement la nef pour parvenir au banc qui leur revint par droit de donation. Un silence sépulcral accompagnait le léger boitement de l'oncle Giacinto. Le père Laya lui-même, qui à ce moment-là s'était tourné pour donner la bénédiction aux fidèles, ne put s'empêcher de diriger ses regards consternés vers le pied gauche que l'homme orgueilleux posait lentement, soigneusement et avec circonspection sur le sol, un pied bandé et gainé dans une large espadrille qui contrastait avec le brillant foncé de son soulier verni luisant au pied droit. Une partie de la bénédiction du père Laya demeura dans les airs. Mais bien sûr, tout ceci n'est qu'une vieille histoire de commérage de village, dont je ne me rappelle plus l'épilogue. Je me souviens vaguement que le dimanche de bonne heure arriva le dur moment de la fin des vacances. Ensuite, un membre de la famille me fit part de ce que les Cabrillas s'étaient absentés pour une longue durée de l'endroit. Puis le temps passa, je cessai de me rendre aussi souvent au village. Papa mourut, maman vint habiter la capitale. J'appris que la tante Lali était tombée malade, d'une maladie rare, qu'elle avait fait appel aux meilleurs spécialistes de la place, qu'elle s'était rendue à Buenos Aires plusieurs fois pour consulter d'autres spécialistes, faisant appel à des centres encore plus spécialisés. Et puis arriva la nouvelle de sa mort. Elle fut enterrée au village, et comme, à l'époque, je me cachais, j'étais en prison ou expulsé, je ne me rappelle plus, je ne pus assister à son inhumation. J'aurais voulu le faire, parce que la tante Lali fut le trait d'union avec ce monde insolite du loup-garou de l'enfance, et en même temps, sans doute, un parapet pour le héros suspect de cette aventure, Jacinto Cabrilla, son mari. C'est pourquoi, hier soir, après ma rencontre insolite avec ce curieux personnage, j'allais voir ma mère. Je voulais savoir quelque chose de plus. Je devinais que derrière sa discrétion, son équilibre providentiel, son amour impartial du prochain, elle savait des choses que j'ignorais sur cette histoire, qui tout à coup me passionnaient, des détails, des aspects, des anecdotes que j'ignorais. Elle me reçut dans l'atmosphère calme qui la caractérisait, avec l'affection tranquille et en même temps particulière que, selon mes frères, elle voue à son fils préféré. Nous parlâmes longtemps de plusieurs sujets, et de celui qui éveillait ma curiosité particulièrement. Je n'acquis pas non plus de certitude, ni de doute, à propos de l'oncle Giacinto et de sa prétendue qualité de loup-garou. Je sentais cependant qu'il y avait quelque chose qui la gênait. Elle détournait son regard quand j'insistais auprès d'elle. Au moment où je me levais pour m'en aller, elle me dit timidement: « Je ne sais pas si tu le sais, je me suis chargé de préparer le cadavre de Lali, à la demande particulière de Giacinto. » Je la regardais avec un silence curieux, comme pour l'encourager à poursuivre. « Mon enfant, c'était horrible. Je ne sais pas de quoi Lali est morte. Les médecins ont vaguement parlé d'une maladie appelée lupus. Lorsque je l'ai déshabillée pour lui mettre son linceul, les pieds de ma pauvre belle-sœur étaient défigurés. Ils ressemblaient à des pattes de chien ou de loup, couvertes de poils noirs et épais qui montaient le long de ses jambes.